Avril 1995. Nous sommes dans Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon, au sud-Vietnam. À cette époque de l'année, la température dépasse certains jours les 45 degrés à l'ombre, alors que l'air est saturé d'humidité. Dans les rues de la ville, c'est le grouillement des deux roues, vélo, cyclopousse, moto. Depuis son ouverture sur le monde extérieur il y a presque 10 ans, les voitures n'ont fait qu'une timide apparition. 20 ans après sa chute, la capitale du Sud, sous contrôle du régime nord-vietnamien, vit dans l'espoir d'un boom économique et rêve de devenir une place commerciale importante en Asie en cette fin du XXe siècle. Les habitants continuent à appeler leur ville Saigon, et nous pourrions y deviner une forme de résistance vis-à-vis des communistes du Nord, qui ont gagné la guerre de 1975 contre les Américains et le système capitaliste. Avec ses 4,5 millions d'habitants, Saigon, la tropicale, est à l'image de sa circulation, pétaradante. Les Vietnamiens du Sud, sous des côtés nonchalants méridionaux, sont pressés de rattraper les années perdues et souhaiteraient passer de l'époque coloniale française des années 50 à l'an 2000. Depuis l'ouverture récente du pays aux étrangers, ces derniers affluent. Et les Français sont parmi les premiers à venir tenter l'expérience vietnamienne. Les premières vagues de touristes déferlent sur le pays. Après les années thaïlandaises et ses excès, il pourrait y avoir les années vietnamiennes. Pas sûr que la sérénité des gens du pays y résiste. La jovialité apparente des Saïgonais est déjà mise à rude épreuve. Ici, on est avant tout commerçant et avide des devises étrangères. Saigon a été de tout temps une grande ville économique du fait de sa position géographique, proche du delta du Mékong, grenier du Vietnam. C'est pourquoi nous avons choisi d'aller découvrir cette région en nous rendant à Can Tho, situé au cœur même de ce delta. Capitale de la province du Hau Giang, Can Tho, avec ses 300 000 habitants, est un centre universitaire, économique et politique. Comme semble vouloir le rappeler, la statue de Ho Chi Minh, père de la révolution vietnamienne, dressée sur la petite place bordant le port, qui longe l'un des 9 bras du Mékong. C'est le matin de bonne heure, lorsque la chaleur n'est pas encore trop écrasante, qu'il faut prendre place dans une embarcation à moteur pour découvrir les abords du fleuve Mékong et des petites rivières qui l'alimentent. À Can Tho et ses environs, l'essentiel des activités se fait par voie fluviale, compte tenu de l'importance de la superficie des eaux du delta du Mékong. Les Vietnamiens vivent principalement sur les rives se servant du fleuve et de ses rivières comme voie de communication. Au fil de l'eau, nous pouvons contempler des habitations de bois, bambous et palmes, dont bon nombre sont des maisons sur pilotis. Pour arriver jusqu'à la mer de Chine, le Mékong parcourt plus de 4100 km
depuis le Tibet, où il prend sa source. Il passe par la Chine, longe la frontière birmane, pénètre au Laos, traverse le Cambodge, pour enfin former un delta d'une superficie de 21 000 km² au Sud-Vietnam. Tout cela permet de mieux comprendre son importance en tant que voie de communication commerciale. Presque toutes les familles possèdent des embarcations et il est étonnant d'observer la façon dont les Vietnamiens utilisent les longues rames disposées à l'arrière de leur bateau. Pour les barques, plus petites et plus rares, ils ont recours à une double pagaie. Les rives des cours d'eau abritent de nombreux arbres fruitiers. Une halte permet de découvrir une espèce de fruit inconnu chez nous. D'un rouge écarlate, la forme rappelle celle d'une poire. D'un goût assez fade, le fruit croquant et juteux est très désaltérant, ce qui est appréciable sous ce climat tropical. Sa dégustation donne l'occasion d'être invité dans une maison vietnamienne. Sur le trajet de retour vers Can Tho, nous croisons de nombreuses embarcations se rendant au marché. La plupart des paysans et des pêcheurs vont y vendre leurs produits. C'est en naviguant à travers les nombreuses voies d'eau que nous prenons conscience de leur importance. Dans cette partie du Vietnam, la population se déplace plus par bateau que par tout autre moyen de transport. L'on vit dans un monde plus aquatique que terrien. Le Mekong à Can Tho, c'est le cœur du delta et le ventre du Sud-Vietnam. Si le sol est très riche, grâce aux alluvions et aux sédiments déposés par le fleuve, les marées qui pénètrent une fois par jour dans le delta enrichissent constamment de poissons les eaux brunâtres. La pêche fait donc partie de l'une des principales activités. La grande halle qui borde le fleuve abrite un certain nombre de commerces. Mais le secteur le plus important est réservé à la vente du poisson. Les pêches de la nuit sont exposées dans des cuvettes ou sur des grands plateaux. Travail fastidieux de cette poissonnière qui est tête et queue des crevettes. À l'extérieur de la grande halle, s'étalent dans la rue et sur les trottoirs graines, épices, fruits et légumes.
Les fruits d'hiver sont chers. L'anéantissement de bon nombre de plantations par les bombes au napalm il y a plus de 20 ans en serait encore la conséquence directe. Contrairement aux fruits, le riz, nourriture de base comme pour nous le pain, est abondant et bon marché. Avec ses 41 000 km de fleuves et ses 3 260 km de côtes, nous allons pouvoir constater que le riz et la pêche sont les deux principales ressources du pays. Mais notre remontée vers le nord va nous laisser aussi entrevoir, après l'ouverture du Vietnam au tourisme, la possibilité pour ce pays d'engranger des devises étrangères, grâce à ses plages de sable fin, comme celle de Nha Trang, avec ses 6 km de long. Sur les hauteurs de Nha Trang se dresse la pagode de Long Son, récente, puisque datant de la fin du 19e siècle. De son architecture typique, nous pouvons remarquer ornant les toits les fines frises dentelées se détachant sur le ciel. Dans une cour intérieure, au fronton d'une toiture, une svastika jaune, signe de bons augures, veille sur les lieux. L'intérieur est peu chargé et les statues représentées sont modestes. Par contre, à l'extérieur, au sommet d'un large escalier orné de dragons, se dresse un Bouddha géant de plus de 10 mètres. Sa blancheur domine la ville. C'est en minibus que nous quittons Nha Trang pour rejoindre le centre du Vietnam et la petite ville de Hoi An. La route, par endroits étroite, ne facilite pas les dépassements et des travaux ralentissent la circulation. Nous mettrons plus de 10 heures pour effectuer les 510 km du parcours. Hoi An était une escale importante au Xe siècle lorsqu'elle était la capitale du royaume Cham. Son port a longtemps reçu des bateaux du monde entier venus négocier l'achat de porcelaine, de thé et d'épices. Mais trop éloigné de la mer, son port perdit progressivement sa prédominance au profit de celui de Da Nang, la ville voisine. Aujourd'hui, la vie semble douce dans cette petite ville et son marché, où les pêcheurs viennent décharger leur cargaison de poissons, est un spectacle de tous les instants. Alors que l'air est envahi par une odeur de marée, vendeurs et acheteurs négocient dans un brouhaha général. À quelques mètres du débarcadère, le marchandage est beaucoup plus calme devant les vendeurs de poules et de canards.
Tous les jours de la semaine et du matin au soir, le marché est ouvert. Et il est agréable de déambuler entre les étalages de fruits et légumes, d'où émanent des odeurs exotiques et parfumées. Comme dans tous les marchés, de petites cantines sont disposées pour accueillir vendeurs et passants, qui peuvent ainsi se restaurer pour quelques dongues, du plat le plus courant appelé pho. Il s'agit d'une soupe de nouilles, à laquelle est ajouté selon le choix des morceaux de porc, de bœuf ou de poulet. Aromatisée, légère et copieuse, cette soupe fait le régal de tous les Vietnamiens. À quelques pas des cantines et des étalages de fruits et légumes, nous pouvons assister à la fabrication de nouilles. Réalisée de façon artisanale, nous sommes ici devant la machine utilisée. La pâte est disposée dans un moule, grosse passoire cylindrique, puis pressée. Transformée en fines nouilles, ces dernières sont réceptionnées dans un chaudron pour leur cuisson. Hoi An, au XVIe et XVIIe siècle, fut le refuge de mandarins nobles, de riches commerçants chinois et de japonais, après le renversement de la dynastie Ming. C'est ainsi que la petite ville vit se développer un art sino-nippon, comme en témoignent de nombreuses constructions, tel ce pont japonais construit en 1593 pour relier le quartier chinois au quartier japonais. À chaque extrémité, un couple de chiens et de singes, appartenant à l'astrologie chinoise, veille sur le pont. Plusieurs pagodes et temples furent édifiés au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avons choisi de visiter l'une de ces constructions, l'assemblée Phuc Kien, construite en 1697 par les marchands chinois. La pagode centrale a été restaurée et embellie plusieurs fois par les générations successives. Elle avait une double fonction, servir à la fois de lieu de rassemblement et de lieu de prière, pour honorer les dieux et les ancêtres. Le style chinois, mêlé au talent des travailleurs vietnamiens, a produit une architecture et des motifs décoratifs uniques. L'art de la mosaïque a permis l'exécution de représentations très élaborées comme cette tête de dragon. Un personnage au visage monstrueux voisine avec la maquette d'un bateau avec des yeux peints à la proue pour, paraît-il, éloigner les requins. Des bateaux, nous pouvons en voir en cours de construction sur un chantier tout proche. Ici, tout est encore fait de façon traditionnelle et tout est exécuté à la main. Hoi An, en dehors de son centre-ville,
et formait de nombreuses petites habitations, élevées parmi des bambous et des palmiers. Pas de rue, mais un dédale de sentiers sablonneux dessert des maisons modestes dont la plupart abritent des familles nombreuses. Ils ont toutefois l'avantage de vivre dans un décor agréable où il est plaisant de se promener. La campagne environnante est pour l'essentiel couverte de rizières. Les chiffres à ce sujet sont évocateurs, puisque le riz représente 85% des terres arables pour l'ensemble du pays. Et les Vietnamiens se vantent de pouvoir faire jusqu'à 3 récoltes par an. Dans les champs aussi, la mécanisation est quasi inexistante. Les mieux équipés possèdent une petite batteuse à pédales. Nous mesurons mieux le manque de modernisme du Vietnam en nous rendant à la gare routière. Pour les Français, c'est la surprise de voir de vieux camions Renault transformés en bus de transport. Datant des années 50, ils trouveraient sans problème leur place dans des musées de l'automobile. Ici, bricolés, réparés, ils ont traversé le temps et paraissent inusables. Peints de différentes couleurs selon les destinations qu'ils assurent, nous les retrouvons à Hue, à 135 km plus au nord. Un attroupement autour d'une petite esplanade, avec de la musique et la voix d'une chanteuse, attire notre attention. Aujourd'hui, 30 avril 1995, on commémore la victoire de la guerre il y a exactement 20 ans et la réunification des deux Vietnams. La région du Hue fut terriblement bombardée, surtout lors de l'offensive du Tet, en janvier et février 1968, comme en témoignent ces quelques images d'archives. Les manifestations ici à Hue sont, semble-t-il, limitées au minimum, car il y a 20 ans, on était dans le camp des perdants. Dans les cœurs, difficile de savoir s'il y a de la joie ou de la nostalgie. Après avoir changé de nombreuses fois de nom, cette ville devint capitale du Vietnam en 1802, alors que Gia Long gouvernait le pays avec l'aide des Français. De gigantesques travaux furent alors entrepris, employant des milliers d'ouvriers pour façonner celle que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Hue, et ce depuis 1833. 4 portes, comme la porte de l'humanité que nous voyons ici, donnaient accès à l'origine à la citadelle, protégée par un mur d'enceinte. Baptisée cité pourpre interdite, l'ensemble reproduit le modèle des palais impériaux chinois, telle la cité interdite de Pékin.
La cité pourpre interdite de Hue a terriblement souffert des bombardements américains de 1968. Sur 67 édifices, 42 furent totalement détruits. Aujourd'hui, face à la porte du Midi, le drapeau vietnamien flotte sur le bastion. Face à la cité pourpre interdite et au cœur de Hue coule la rivière Songguong. Pour la modeste somme de 3 $ par personne, nous avons l'occasion d'embarquer sur un bateau à tête de dragon. Les propriétaires, un couple de Vietnamiens, arrondissent leurs revenus en transportant des étrangers. Pas très légal, mais moyennant quelques bakchiches et pratiqué de façon discrète, les autorités ferment les yeux. La rivière Songguong, en français la rivière des parfums, doit son nom aux plantes médicinales qui poussaient jadis sur ses rives. En remontant ses eaux, nous souhaitons atteindre le tombeau de Ming Mang, situé à une dizaine de kilomètres de Hue. Éléphants, chevaux, mandarins forment la garde d'honneur de chaque côté de l'esplanade qui donne accès à l'ensemble du site. Édifié pour accueillir la dépouille de Ming Mang, qui régna de 1820 à 1840. Réalisé après la mort du souverain, l'ensemble a toutefois été construit selon ses plans. Il avait pensé à loger mandarins, civils et militaires, et prévu des appartements pour ses servantes et ses 300 concubines. Plusieurs temples et pavillons se dressent sur 700 mètres. Le premier, le pavillon de la stèle, doit son nom au fait qu'il abrite une stèle de marbre noir. La plupart des constructions élevées sur des structures en pierre ont une charpente et des piliers de bois laqués en rouge. En parfaite harmonie avec le paysage environnant, nous découvrons successivement les différents édifices. Ainsi, après avoir passé la porte de la vertu éclairée, nous débouchons devant l'esplanade d'honneur. À cette dernière succède une cour, devançant le temple du culte du roi. D'autres temples et pavillons se succèdent, tel le pavillon de la lumière. Depuis le haut du pavillon de la lumière, nous avons une vue sur le pont de l'intelligence, terme du parcours. Au-delà se trouve l'enceinte circulaire sacrée où repose Ming Mang. Mais son tombeau reste inaccessible au commun des mortels. Nous pouvons nous demander ce qui a pu pousser la dynastie des Guyenne à se faire construire de somptueux mausolées à la fin du XIXe siècle, copiant ainsi les empereurs chinois qui firent de même, mais 2000 ans auparavant. Il n'en demeure pas moins que la découverte est belle, la nature ayant été intégrée au lieu, comme le prouve ce jacquier, arbre imposant, produisant des fruits délicieux pouvant atteindre jusqu'à 15 kilos. Au sud de Hue se trouve un peu moins d'une dizaine de sites servant de mausolées. Après avoir réembarqué sur le chemin de retour, nous avons choisi d'en visiter un second. Situé à 2 km depuis l'autre rive de la rivière des Parfums, ce second tombeau est celui de Cai Din.
Le style est totalement différent. Construit sur une colline, il se divise en 2 étages et son accès se fait par un large escalier orné de dragons. Fini d'être édifié en 1931, il fut le dernier des mausolées à être construit. L'empereur Qaïdin, mégalo comme ses prédécesseurs, fit de sa dernière demeure un mélange de diverses influences artistiques, ce qui donne à l'ensemble un aspect très kitsch et assez représentatif du personnage, décrit comme narcissique et frimeur, alors qu'il n'était qu'une marionnette entre les mains des Français. La seule vraie ressemblance avec le mausolée précédent, c'est la garde d'éléphants, de chevaux et de mandarins, qui se tiennent dans la cour d'honneur du premier étage. Un avant-dernier escalier permet d'accéder à la terrasse supérieure, où se dresse l'édifice renfermant le tombeau de Qaïdin. Le style, pour le moins très particulier, n'a pu se priver d'un ultime dragon. Et à l'intérieur, l'art kitsch est à son comble. La plupart des matériaux utilisés sont des morceaux d'assiettes, de bols et de tessons de bouteilles. La construction de ce dernier mausolée marquera aussi un tournant dans l'histoire. Nous sommes au début des années 30, époque des premières révoltes en Indochine. Pour nous, la journée s'achève. Nous redescendons la rivière. Il faut se rendre tôt le matin au marché du Haye, alors que le soleil se lève, pour assister à l'arrivée des barques des pêcheurs. Car le marché du Haye n'échappe pas à la règle. Comme ceux que nous avons vus précédemment, il a été construit en bordure d'eau. Ici, nous retrouvons la rivière des parfums. Outre le fait que la pêche est une ressource économique importante pour le pays, avec ses 900 000 tonnes de poissons attrapés par an, elle permet à de nombreuses petites activités d'exister, comme les porteurs ou porteuses, avec leur célèbre palanche, fameuse balance à fléau de bambou. Les grosses quantités de poissons commandées sont livrées à domicile par cyclopousse. Dans le même temps, d'autres cyclopousses arrivent, chargés de pain de glace pour conserver le poisson. Autre petite activité, celle des pileurs de pain de glace. Pour réduire au minimum la fonte, compte tenu de la chaleur ambiante, les pileurs ne travaillent que sur commande. Aussitôt pilée, la glace est emportée pour être étalée sur les poissons, pour leur garder toute leur fraîcheur. Le grand moment, c'est la criée, attroupement, brouhaha. Tandis qu'une femme vante la qualité du poisson, un homme note les enchères.
Pas toujours facile d'apercevoir les lots mis en vente et d'échapper à la bousculade générale. Les Vietnamiens ne semblent pas avoir d'horaire pour déjeuner. Et c'est dans les étroites allées les plus fréquentées que s'installent les cuisinières et leurs marmites. À l'extérieur de la grande halle, même spectacle. On s'installe provisoirement à l'angle d'une ruelle, dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce vaste marché, un roulement semble exister entre les porteurs, les livreurs en cyclopousse, les commerçants, les acheteurs et ceux qui, le temps d'une pause, se restaurent d'un bol de nouilles. Pour l'étranger, peu habitué à la cuisine asiatique, il ne peut rester qu'interdit devant un étalage de cuvettes en plastique multicolores, renfermant différentes sauces et autres macérations. Dans une autre partie du marché se tient la vente de la volaille. Juste à côté, c'est le secteur de la boucherie. Ambiance curieuse, où de nombreuses femmes s'affairent en coupant, lavant, grattant, dans une atmosphère moite, imprégnée d'une odeur de viande froide. Et si votre appétit se trouve aiguisé, les cantines avec leurs plats cuisinés sont juste à côté. Nous avons préféré retourner à l'air libre pour retrouver l'odeur parfumée des fruits et légumes. Il fait chaud, très chaud, et cette vendeuse de nouilles semble souffrir de la chaleur. Tandis que cette jeune fille taille ses noix de coco, nous constatons que, mis à part les cyclopousses, la totalité des tâches sont effectuées par les femmes. Y compris les tâches les plus dures, comme le portage, souvent très lourd. Exemple, le transport de jacquiers, dont chaque fruit, nous le rappelons, peut peser jusqu'à 15 kilos. Apparemment, le régime communiste vietnamien n'a pas changé les mentalités. Tandis que les femmes portent, les hommes conduisent les vieux bus Renault qui traversent le pays. Pour notre part, nous avons choisi de changer de moyen de transport et d'emprunter le train, même si ce dernier est abusivement cher pour les étrangers. On est communiste, mais pas égalitaire. Sûrement une erreur pour l'avenir.
Car en donnant le mauvais exemple, le gouvernement pousse les Vietnamiens à la corruption et à l'arnaque des touristes. Le train n'est pas non plus le transport le plus rapide. Plus de 16 heures de voyage sont nécessaires pour parcourir les 690 km de Hue à Hanoï. Il y a pourtant des avantages, comme celui de pouvoir contempler le paysage plus à son aise, d'être mieux installé que dans un bus grâce à des sièges inclinables et à une plus grande place pour les jambes. Il y a aussi une surprise, celle de se voir offrir le petit déjeuner et un repas. Et si les boissons sont payantes, des employés passent régulièrement pour vous en proposer, ainsi que du thé chaud. Les vieilles locomotives à vapeur d'antan ont été remplacées par des machines diesel. Nous sommes à bord de la ligne transvietnamienne, ligne unique qui relie le sud au nord. Depuis Saigon, elle dessert la côte, arrive à Hanoï et s'achève à Haiphong. Contrairement à ce que pourraient laisser penser ces images, il n'y a qu'une voie pour les deux sens. Mais heureusement, comme ici, il y a des gares de triage. Chaque arrêt est l'occasion de réapprovisionner le train en eau. Là aussi, cette tâche est confiée aux femmes. Après un ultime contrôle des billets, le train arrive enfin dans les environs d'Hanoï. Au nord du lac Hoan Kiem, nous sommes au cœur d'Hanoï. Le dimanche, c'est le lieu de promenade privilégié des habitants de la capitale. Au sud du lac se dresse l'Opéra, construit en 1911 à l'époque coloniale française. Il est une réplique plus petite du Palais Garnier de Paris. C'est aussi sous l'administration française qu'Hanoï fut redessiné avec de larges avenues et que de nombreuses villas cossues apparurent, mêlant le style Neuilly au style Deauville. Sans entretien depuis 40 ans, rongés par l'humidité, les murs des maisons se sont patinés, prenant une couleur ocre-jaune surannée, comme une vieille photo jaunie, ce qui fait le charme des vieux quartiers de la ville. Depuis 1954, Hanoï n'a guère évolué. Le centre-ville ayant été relativement épargné par les bombardements américains, la ville a vieilli doucement. Mais aujourd'hui, elle se réveille. Les villas bourgeoises restaurées deviennent des ambassades ou des sièges de société. Des hôtels s'ouvrent dans les ruelles pour accueillir les touristes nouveaux venus. Le Japon finance l'un des hôpitaux de la ville. La Finlande, la distribution d'eau. Depuis 1992, un groupe influent australien a fondé l'Amicale de l'héritage architectural. Nous pénétrons ici par l'une des 7 portes qui mènent au cœur d'Hanoï, la partie où s'étend le vieux marché. Ce quartier remonte au XVe siècle et il est un enchevêtrement de ruelles desservant des secteurs spécialisés dans la vente de produits bien définis.
Flânant au hasard, nous passons dans le secteur des fruits. Puis, celui des poissons séchés et sa très forte odeur. Au gré de son humeur, on peut errer pendant des heures et passer de secteur en secteur sans jamais se lasser, tellement le spectacle est vivant et varié. Dans la sauvegarde d'Hanoï, il ne faut pas oublier le gouvernement français, qui œuvre à la modernisation de l'éclairage et du téléphone. Il aide aussi les trains vietnamiens et participe à la restauration des bâtiments de l'époque coloniale. Mais comme toujours, il faut compter avec l'expansion des familles et le boom économique, qui engendre la spéculation. Résultat, le prix du mètre carré, qui était de 250 francs en 1990, est passé 5 ans plus tard à 5000 francs. Comment séjourner à Hanoï sans rendre visite au pont Long Bien, ex-pont Paul Doumer, inauguré en 1902. Il fait partie de l'époque Eiffel et permet le franchissement du fleuve Rouge qui traverse Hanoï. Ce pont est un véritable monument, lorsque l'on sait qu'il a résisté à l'aviation américaine en 1967 et 1971. Imaginez, au cours d'une seule année, il a subi pas moins de 175 bombardements. Bien sûr, il a perdu quelques piles et de sa résistance, mais les Vietnamiens s'acharnent à le consolider et l'entretenir, afin qu'il puisse continuer à assurer le service des trains vers Haiphong. Haiphong, c'est aussi notre destination. Plus exactement, nous nous rendons dans la fameuse baie d'Along, à 120 km à l'est d'Hanoï. C'est depuis le bord d'un bateau que nous allons contempler la baie d'Along en sillonnant une curiosité géologique qui a fait la réputation de cette partie du monde. Nous sommes au nord-est du golfe du Tonkin et naviguons dans une étrange atmosphère créée par une série de montagnes karstiques se dressant au-dessus de la mer. Sur environ 1500 km² émergent plus de 3000 pins de sucre calcaire sur lesquels se développent plantes et arbustes.
Rongés à leur base par les vagues, des blocs de toute taille et aux formes variées, isolés ou regroupés, jalonnent la mer. Par instants, ces blocs rocheux forment de véritables montagnes, pouvant laisser croire qu'ils vont nous barrer la route. C'est pour mieux approcher les rochers abrupts que nous prenons place dans une petite embarcation. Nous découvrons ainsi le travail de la mer qui par endroits a réussi à percer le calcaire, livrant le passage vers d'autres masses rocheuses couvertes de végétation. En accostant sur l'un des îlots de calcaire, nous pouvons pénétrer dans celui-ci et découvrir un petit lac intérieur. D'étroits boyaux permettent de s'enfoncer plus avant, jusqu'à une large salle abritant des concrétions. C'est très harmonieux comme... Ouais. En retrouvant la sortie et notre bateau, nous poursuivons notre balade dans la baie d'Along, où les embarcations sont nombreuses et dont la plupart constituent la demeure permanente d'un bon nombre de Vietnamiens qui vivent de la pêche ou du commerce. Pas étonnant donc de se faire accoster par une famille venant nous proposer leurs produits. Certaines embarcations sont de véritables petits marchés flottants. Ainsi, dans ce décor quelque peu féerique, nous retrouvons une constance vietnamienne qui veut qu'une partie de sa population soit plus maritime que terrestre. Alors que le soleil se couche sur la baie d'Along, nous pouvons faire le constat d'une évidence.
c'est que le peuple vietnamien est très attaché à tout ce qui a un rapport avec l'eau, puisqu'il en tire ses deux principales ressources, le poisson et le riz. C'est encore l'eau qui, de retour à Hanoï, va nous permettre d'assister à un spectacle unique. Ce soir, nous sommes heureux de vous présenter quelques scènes de notre programme bien connu et apprécié de tous. Bienvenue au théâtre de Margarita sur le Thalam avec nos salutations les plus chaleureuses. Comme on vient de vous l'annoncer, vous êtes ce soir au théâtre des marionnettes sur l'eau. Ce sont des paysans vietnamiens qui ont créé ce spectacle, il y a plusieurs siècles, pour célébrer les moissons, les jours printaniers et les fêtes villageoises. Le spectacle a quitté les rizières pour un théâtre qui lui est propre à Hanoï. Nous vous en proposons quelques brefs extraits. Tout d'abord, la danse des dragons. Après un ballet de dragons crachant l'eau et le feu, voici la danse de la fée. Une évocation de l'agriculture va nous montrer des paysans conduisant leurs buffles à travers une rizière. Et maintenant, si vous n'avez pas deviné comment étaient manipulées ces marionnettes sur l'eau, vous allez en découvrir le secret. C'est la route à présent que nous avons choisie pour atteindre l'extrême nord-ouest du Vietnam, près de la frontière chinoise.
Nous nous rendons précisément à Sapa, petite ville située à environ 350 km d'Hanoï. Lentement, nous prenons de la hauteur, longeant dans un paysage vallonné des plantations de thé et des maisons élevées sur pilotis. Nous roulons sur l'unique route étroite qui dessert cette partie du pays. La circulation n'est pas très dense, mais le trafic régulier de camions rend tous les dépassements très difficiles. Il est possible d'effectuer aussi la plus grande partie du trajet par voie ferroviaire. Mais assez curieusement, la route et le rail se rejoignent pour le franchissement des rivières, limitant ainsi la construction des ponts. Cela fonctionne comme un passage à niveau ordinaire. Des barrières interdisent l'accès de la voie aux véhicules lors du passage d'un train. Après chaque passage de pont, les deux voies reprennent leur propre itinéraire. Le terminus de la voie de chemin de fer a lieu quelques kilomètres avant la frontière chinoise. La route, elle, bifurque vers la gauche et continue à s'élever dans un paysage de montagne. Dans ce décor, le plus haut sommet s'élève à 3142 mètres. Nous avons atteint ce que les Français appelaient lors de l'époque coloniale les Alpes tonkinoises. Altitude 1650 mètres, température 19 degrés en ce début de mois de mai. Ce qui explique que les Français firent de Sapa une station de remise en forme dès 1932, 14 ans après sa découverte. Chaque fin de semaine, la petite ville s'anime, car le samedi et le dimanche sont jours de marché. Deux ethnies se rencontrent autour de la halle centrale, les Hmong et les Tsao. Mais ces derniers, dont les femmes portent de volumineuses coiffures écarlates, ne viennent presque uniquement que le samedi. Les Tsao représentent le plus grand groupe ethnique du Vietnam. Leur origine n'est pas clairement établie, même si leur langage est classé dans la famille sino-tibétaine. Dès 1945, Sapa était sous contrôle politique vietnamien et ne sera victime de la guerre qu'en 1979, lors de l'agression surprise chinoise. Une guerre éclair d'1 mois qui verra Sapa reconquise par les Vietnamiens. Mais elle aura été largement détruite. Aujourd'hui, elle reprend vie et nul doute qu'elle deviendra dans le futur une ville très touristique. Reste à savoir si les différentes ethnies n'y perdront pas leur âme et leurs coutumes. Les 5 couleurs principales qui constituent les broderies Tsao trouvent leur origine dans une légende qui raconte que l'un de leurs ancêtres était un puissant chien à 5 couleurs qui, avec l'une de ses grandes canines, tua un ennemi général. Pour récompense, l'animal reçut une princesse en mariage, donnant naissance à 12 tribus. Aujourd'hui, les Tsao continueraient à utiliser les 5 couleurs du chien sacré comme rappel de leur héritage. Sous la grande halle se tiennent les cantines,
L'occasion pour nous de croiser des Hmongs. Les femmes portent des coiffures plus discrètes que les Zhao. Les cheveux sont roulés au milieu du crâne à l'intérieur d'un turban. Les cheveux roulés de façon circulaire, formant une couronne autour de la tête, représentent une variante dans la coiffure Hmong. Les Vietnamiennes, pour leur part, conservent leur fameux chapeau conique. Si quelques hommes sont présents dans la vie du marché, l'essentiel de l'animation est donné par les femmes, vendeuses et acheteuses. Et elles n'hésitent pas à transporter de lourdes charges. Dans les montagnes environnantes, les paysans travaillent aux rizières. Là encore, ce sont les femmes qui assurent avec leurs hôtes l'essentiel du transport. Nous pouvons les croiser par groupes, montant ou descendant les sentiers, pendant que les hommes labourent la terre avec l'aide de leurs buffles. Cette partie montagneuse du Vietnam n'échappe pas à la culture traditionnelle du riz, même si l'eau indispensable à la croissance de cette céréale est moins abondante qu'en plaine. La culture se fait en terrasse, approvisionnée par l'eau captée des rivières. L'eau canalisée ne sert pas qu'à la croissance du riz, elle participe aussi à sa transformation en farine. Ce que ces images vous montrent n'est autre qu'un système astucieux qui permet de piler le riz. Grâce au bambou, la plupart des montagnards d'Asie ont résolu leurs problèmes d'approvisionnement en eau. Ainsi, la moindre maison possède l'eau courante, comme ici, dans ce petit hameau Zhao. Chaque habitation entièrement en bois est assez vaste pour abriter une famille nombreuse. À l'intérieur, où l'électricité n'existe pas, le confort est rudimentaire et la vie de ce fait est plutôt spartiate. Le point central de la maison, où se regroupent la plupart des activités, se situe autour du feu. Nous pouvons imaginer l'importance de cette pièce l'hiver dans des habitations guère conçues pour résister au froid, alors que la température peut descendre en dessous de 3 degrés. Contrairement à ce que montrent ces images, les Zhao se montrent quelque peu farouches et ne se laissent guère aisément filmer.
Très attachés à leur tradition, ils vivent jusqu'à aujourd'hui dans un merveilleux décor. Deuxième jour de marché. La plupart des Ao étant rentrés chez eux, l'ethnie Hmong est quasiment la seule, hormis des Vietnamiens, à animer les allées et les petits commerces. Dans une ruelle du marché, un homme vend de curieux instruments de musique, sorte de flûte, avec de minuscules tuyaux d'orgue en bambou. Il se livre pour nous à une démonstration de danse devant les regards amusés et curieux des passants. Le temps brumeux depuis notre arrivée finit par se transformer en une pluie fine, qui va faire apparaître progressivement une forêt de parapluies et rendre les ruelles boueuses. Nous voyons mieux aujourd'hui la coiffure des femmes Hmong, cheveux roulés à l'intérieur d'un turban, et leurs longues boucles d'oreilles, faites d'anneaux plats en argent. Les Hmong, en dehors du Vietnam, sont aussi appelés les Méo. Leur première arrivée dans le nord de ce pays depuis la Chine date d'environ 300 ans, après leur opposition à la police de l'empereur Ming. Mais la plus grande immigration se produisit en 1868, lorsque plus de 10 000 personnes vinrent de Chine après avoir pris part au mouvement qui échoua contre la dynastie Qing. Les Hmong font partie des 7 plus grands groupes ethniques vivant au Vietnam. En milieu de journée, à l'heure du repas, les Hmong s'installent par groupes sous la grande halle. Sur les tables s'alignent les bols de riz. À l'extérieur, des verres remplis d'un liquide clair comme de l'eau circulent entre les mains des hommes. Officiellement, il s'agit de thé blanc. Dans la réalité, c'est du riz, mais sous forme d'alcool. C'est ainsi que le contenu de plusieurs dizaines de bidons en plastique sont goûtés et testés. Après d'âpres marchandages, le précieux liquide est siphonné dans des gourdes ou des bouteilles, par des femmes qui semblent contrôler ce trafic. Plus discrètement et à l'abri des regards et de la caméra, nous serons proposés également, par des femmes Hmong, des boulettes d'opium. La consommation de l'opium par les différentes ethnies du Nord-Vietnam a été autorisée par le gouvernement central jusqu'en 1986. Depuis cette date, la culture du pavot est strictement interdite, même à titre de consommation personnelle, et la vente d'opium sévèrement réprimée officiellement. Mais ne voulant pas créer un conflit avec les minorités ethniques, Hanoï, dans les faits, semble fermer les yeux. Quittant le marché, c'est pour une nouvelle balade dans les montagnes que nous partons.
dans l'espoir de découvrir quelques habitations Hmong. Comme les Zhao, les Hmong cultivent le riz à flanc de montagne. Mais dans cette partie du pays, au climat tempéré, les rigueurs de l'hiver n'autorisent qu'une récolte par an. Alors que, nous vous le rappelons, dans les régions chaudes et humides du Vietnam, l'on fait jusqu'à 3 récoltes. À l'approche d'un hameau Hmong, nous ne voyons pas de différence avec les habitations toutes de bois de leurs voisins les Zhao. Seuls les individus paraissent moins sauvages et ne fuient pas devant l'objectif de la caméra. En pénétrant dans une maison, l'absence d'électricité ne nous permet pas non plus de remarquer une vraie particularité en comparaison de ce que nous avons vu la veille. En fait, dans leurs habitudes paysannes montagnardes, la plupart des ethnies qui vivent dans le nord Vietnam exploitent les mêmes ressources. Ils cultivent le riz principalement et font l'élevage de buffles, et de cochons. C'est dans cette région du Nord que nous avons choisi d'achever notre voyage au Vietnam. Car en revenant à pied vers Sapa, nous sommes tombés sur un groupe de jeunes filles Hmong qui, acceptant de se faire photographier, découvraient pour la première fois leur image dans des éclats de rire et des exclamations trahissant leur surprise. Đi đâu bây giờ? Đi đâu bây giờ?